apparemment Diallo n'est pas d'accord, mais ça nous ramènera donc sur la question. Parce que Diallo parle... D'accord, mais c'est quand même Fally. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est bon de dénoncer, c'est vrai. Voilà. Mais si vous dites c'est pas bon, mais vous dites partons et on vous recommande ceci la prochaine fois. Alors, on revient sur le volet. Oui, vas-y. Le célèbre juriste Lezel rappelait que celui qui peut empêcher n'empêche, il pêche. Celui qui peut empêcher quelque chose, il n'empêche pas, il pêche. Oui, d'accord. En réalité, d'accord. Parce que c'est quand même l'un des rôles. Le CND avait c'est le contrôle de l'action gouvernementale. C'est un rôle majeur. Avait sur la question le pouvoir de rejeter et de demander une nouvelle intervention pour revoir s'il n'y aurait pas eu de vide. Après tout, on aurait pu continuer sur l'ancien système jusqu'à ce que une nouvelle situation puisse poser. Mais attention aussi, même sur la sincérité de leur déclaration. Je pense qu'ils ont dit 8 000 milliards. Oui, ils ont parlé de 8 000 milliards, bien sûr. 8 000 milliards. En fait, il faut comprendre, est-ce que ces 8 000 milliards existent parce que le code prévoyait des exonérations pour certaines entreprises qui étaient conformes à la loi. Donc, si une entreprise, si on compare une exonération qui a été mal faite et celle qui ne devrait pas exister, on tire de l'argent, il n'y a pas cet argent. Si les premiers négociateurs ont mal négocié le contrat et qu'une société, quand même, elle, conforme à la loi, elle est en train de payer ce qu'elle devrait payer d'après la convention qui a été signée, il n'y a pas cet argent dont on parle. Et je ne pense pas que le code minier soit réprochable en général. Le code minier, il était très bon, il est très bon. Il y a eu même... Maintenant, aussi, c'est l'abus dans les exonérations qui sont posées. Mais on peut le réadapter à la réalité. On ne peut pas l'adapter. On ne peut pas adapter. Oui, mais il y a eu... On ne peut pas adapter. On ne peut pas se lever le matin et changer un code. Ça avait été révisé, avançons. Donc il faut réactualiser ce code. Un code doit avoir un caractère durable. Un pays qui reçoit des investisseurs doit avoir des lois qui sont durables. Un peu, c'est pas permanente, mais très durable. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes pour attirer les investisseurs. Il faudrait que la loi ne puisse pas changer du matin au soir. Ça veut dire que si ça ne plaît pas au CNRD, on change la loi. Un autre vient, il change la loi. Il faudrait que plutôt que dans les négociations, c'est en ce moment qu'on est en train de perdre. Il faut le rappeler, c'est à ce niveau. Ce n'est pas un problème lié à la loi. C'est en ce moment qu'il faut perdurer et dire non, on ne peut pas prendre n'importe quelle loi. Et ça demande de la sincérité auprès de nos dirigeants. Et rappelez-vous que généralement, ces sociétés, ces multinationales-là, en cas de litige, ne portent pas ce litige-là devant les juridictions guinéennes. C'est devant les juridictions internationales qu'on appelle les chambres d'arbitrage par une clause compromissoire. Et finalement, dans beaucoup de cas, il est arrivé que le gouvernement puisse perdre. Parce qu'en réalité, même si la loi, même si elle est mauvaise, c'est la loi. Donc il faudrait quand même... on ne peut pas imposer. Il faudrait que le gouvernement guinéen, l'actuel CNRD, si des gens sont dans leur loi qu'on respecte, on trouve en vertu de la position du gouvernement de négocier, de renégocier les conventions en étant très intelligent pour ne pas faire fuir les investisseurs qui créent l'emploi. Bien, oui, Baïla. Oui, il fallait parler de tragédie économique, etc. Mais justement, ces exonérations-là, elles illustrent bien la tragédie politique et économique à laquelle est livrée la Guinée, comme beaucoup d'autres pays malheureusement d'Afrique. Parce que d'abord, il faut rappeler que ces exonérations, elles ne découlent même pas en général que du code minier, ou essentiellement même pas du code minier. Parce que justement, les exonérations prévues dans le code minier en général ne satisfont pas beaucoup de ces compagnies minières qui insistent pour mettre dans leurs conventions qu'elles ont avec l'État des exonérations plus conséquentes que ce qui est prévu par la loi. Et non seulement ces conventions sont signées par les gouvernements, mais ils sont ratifiés également par les assemblées. Par les parlements. C'est donc, mais ce qui est important, c'est que à l'époque, quelle était l'idée ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a la Guinée, on est riche, on a besoin d'un code minier et d'une réglementation attractive. Parce qu'on a besoin d'attirer les investisseurs. Donc, c'était ça l'esprit de la loi. Donc, on fait des exonérations pour pouvoir attirer. C'est vrai, ça marchait. Parce que quelque part,
quand vous regardez sur l'exploitation minière, par exemple, depuis le code minier, il y a eu la production de bauxite a quand même explosé. Mais la question, c'est au bénéfice de qui? Et au bénéfice de qui? Et là, la réponse, c'est que quel que soit le système que vous allez mettre en place, tant que la corruption n'est pas combattue, tant que les recettes, le peu de recettes que l'État a déjà, même avec à travers les exonérations, ne sont pas bien sécurisées, on va tourner en rond. Parce que c'est vrai, il y a l'exploitation de la bauxite, la production ça a augmenté. Mais est-ce que ça a eu un réel effet sur les populations? Est-ce que si demain on enlève ces exonérations, est-ce que ça aura un effet sur les populations? Telle est la question. Mais le problème, c'est que ces exonérations, elles sont souvent recommandées par des consultants qu'on paye très cher, par des pays qui nous disent on va vous aider, on va vous donner de l'argent. Ensuite, ils vous recommandent leurs consultants. Leurs consultants vous recommandent des exonérations, une réglementation attractive, etc. Et au final, ça profite à qui? À leurs entreprises qui viennent décrocher les contrats et qui bénéficient justement d'une fiscalité qu'ils trouveraient nulle part ailleurs. Donc c'est vrai, et là on est dans une difficulté parce que effectivement il y a le principe juridique qui veut que aussi quand vous êtes liés, le contrat c'est la loi des parties. Donc déjà si le CNT ce qu'il propose c'est peut-être pour l'avenir déjà. D'abord parce que mais rétroactivement je ne pense pas que il y a une grande marge de manœuvre pour remettre en cause les exonérations qui ont déjà été accordées, ratifiées par les parlements. Sinon, conformément à la loi, ça va nous coûter cher de le faire. C'est parce que ça va nous coûter cher. Donc peut-être pour l'avenir, et peut-être on peut se dire qu'après 10 ans, 15 ans, justement, on a vu que le Open Sky, venez, tout est gratuit, juste le fait que vous venez, vous pouvez investir et faire la recherche, on se contentera de ça. Si on se rend compte que cela n'a pas été positif, il faudra revoir donc cette politique d'ouverture, en tout cas, on va dire, fiscale, pour pouvoir. Mais, à vrai dire, ce n'est pas nouveau. Et je conclus par dire que je ne vois même pas en réalité la valeur ajoutée, sincèrement, de ces recommandations du CNT. Parce que l'année dernière, d'ailleurs, parce que si vous regardez, il y a eu des recommandations, notamment par rapport aux institutions qui étaient directement rattachées à la présidence des régies et autres là. Il a été demandé à ce que le président cède un montant. Voilà, et si vous vérifiez, je termine par là, si vous vérifiez, je suis sûr, en 2 ans d'existence, je suis certain que le CNT a dû ratifier déjà des conventions aussi où sont prévues des exonérations. Parce que c'est classique aujourd'hui. En général, les compagnies existent toujours quand même quelques exonérations et de toute façon, la loi leur accorde, même si ce n'est pas prévu par les conventions. Oui.